Aujourd'hui, je suis à Versailles, dans le potager du roi qui abrite maintenant l'École nationale supérieure du paysage. Dans un précédent numéro, le dessous des cartes a localisé les grandes civilisations agricoles, du blé, du riz, du maïs, et les frontières de nos habitudes alimentaires à travers le monde. Or aujourd'hui, ces frontières sont complètement embrouillées par le modèle agroalimentaire industriel et la libéralisation des échanges. Alors comment en est-on arrivé à cette mondialisation de l'alimentation et quelles sont les conséquences? Prenons un planisphère montrant les foyers d'origine des grandes civilisations agricoles. Civilisation du riz, du blé, du maïs. Au milieu du XIXe siècle, ces cultures sont toutes largement répandues à travers le monde. Et en Amérique du Nord, les États-Unis deviennent le premier grenier à blé mondial avec l'arrivée des machines agricoles et la création en 1848 à Chicago de la première bourse destinée à réguler le commerce des céréales. D'autres greniers apparaissent ensuite dans les pays dits neufs comme l'Argentine ou l'Australie, qui offrent eux aussi de vastes étendues disponibles pour l'agriculture. En revanche, en Asie, sur le continent africain ou dans les Caraïbes, la situation est différente. Dans les régions colonisées par les Européens, de vastes espaces agricoles sont au service des cultures destinées à l'exportation, comme le cacao, le café, la canne à sucre. Les cultures vivrières sont délaissées et les besoins des métropoles coloniales passent avant. Regardez ce document qui date des années 1900. Pour permettre le regroupement et l'acheminement des productions agricoles, on construit un peu partout des lignes de chemin de fer qui relient les zones cultivées aux grands ports de commerce. Les lignes maritimes offrent ensuite des débouchés mondiaux à l'ensemble des produits. Ce développement des moyens de transport, porté par la révolution industrielle du XIXe, renforce la dynamique mondiale des marchés alimentaires, elle-même soutenue par une demande croissante des zones urbaines, puisque la révolution industrielle induit une seconde révolution, celle de l'urbanisation. En 1950, 750 millions de personnes à travers le monde vivent en ville. On voit sur la carte les 30 métropoles, qui comptaient plus de 1,5 million d'habitants à l'époque. Les habitants de ces grandes agglomérations délaissent les productions venant des campagnes environnantes et se tournent vers des produits alimentaires standardisés, achetés sur le marché mondial. Avec la croissance des emplois dans l'industrie, le temps passé hors du foyer augmente, d'où l'intérêt des citadins pour des produits alimentaires disponibles à tout moment, faciles à préparer, voire tout prêts à consommer. Maintenant, si on regarde la localisation des grandes métropoles de plus de 1,5 million d'habitants 60 ans plus tard, c'est-à-dire en 2010, on constate que leur nombre a considérablement augmenté. Et désormais, plus de 80% des aliments consommés dans ces villes mondialisées proviennent de produits transformés par l'industrie agroalimentaire. Et dans les mégalopoles des pays émergents, qui sont maintenant très nombreuses, les populations se voient proposer de plus en plus de produits d'importation. Les habitants adoptent les mêmes comportements alimentaires que dans les sociétés depuis longtemps industrialisées, et ce modèle agroalimentaire, qui s'est généralisé, entraîne deux conséquences à l'échelle mondiale. La première conséquence est d'ordre social et commercial, la seconde concerne la santé publique. Alors allons voir dans le détail. Il y a 1,350 milliard d'agriculteurs dans le monde. 4% d'entre eux ont accès à la mécanisation, aux engrais, aux pesticides, ce qui leur permet d'accroître les rendements agricoles. 22% pratiquent une agriculture attelée, avec un buffle ou un cheval, et 74%, soit 1 milliard d'agriculteurs, pratiquent une agriculture manuelle sur de petites exploitations. Et évidemment, sur le marché mondial, leur agriculture traditionnelle ne peut pas avoir la moindre chance d'entrer en concurrence avec l'agriculture mécanisée. Leurs capacités de production, leurs rendements sont tout simplement beaucoup plus faibles. On a d'ailleurs le même déséquilibre pour l'élevage. Et vous allez le constater, la filière avicole illustre bien les dysfonctionnements du marché. La production de poulet, dont on voit sur la carte les principaux pays producteurs en 2009, s'est beaucoup développée depuis 50 ans. D'abord, c'est un produit carné sans interdit religieux, contrairement au porc ou au bœuf. Ensuite, son élevage est peu coûteux. La taille réduite des animaux, la rapidité de leur croissance garantissent des rendements élevés. Il faut 40 jours pour produire un poulet contre 3 ans pour produire un bœuf. Regardons l'Union européenne.
Elle est le troisième exportateur mondial de poulet en 2009, derrière les États-Unis et le Brésil. La politique agricole commune mise en place par l'Union favorise la production de poulets bon marché, la PAC soutenant d'ailleurs la production intensive et l'exportation, particulièrement vers l'Afrique de l'Ouest, ce qui rend la production locale non concurrentielle. Concrètement, en 2004, le prix du poulet importé d'Europe était de 38 centimes d'euros le kilo à son arrivée au port de Dakar, et il passait à 1,80 € le kilo sur les marchés du Sénégal. Or, celui d'un poulet élevé sur place et vendu vivant sur les marchés pouvait aller jusqu'à 3 € le kilo. Alors avec un tel différentiel, la production avicole locale est délaissée dans cette région du monde au profit des poulets industriels européens. Et si le poulet africain subit la concurrence des poulets européens, ceux-ci, à leur tour, subissent la concurrence des productions avicoles du Brésil ou de la Thaïlande. Le coût de production du poulet standard est par exemple de 1,25 € le kilo en France, contre 95 centimes en Thaïlande, ou même 74 centimes au Brésil. Ce sont des pays qui ont des législations environnementales et même sanitaires beaucoup moins contraignantes. En clair, les compagnies agroalimentaires cherchent toujours à délocaliser, à la recherche de coûts de production inférieurs. Alors on le comprend, on est passé d'un marché local ou régional à un marché mondial, concurrentiel et fluctuant. Et ce qui est vrai pour la production aviaire se vérifie aussi pour des productions comme par exemple le café, dont on voit sur ce graphique la fluctuation des prix entre 1980 et 2010. Et ces dernières années, ce contexte, accompagné de fortes variations des prix, a renforcé les situations de sous-alimentation dans plusieurs pays. Vous voyez apparaître sur la carte la part en pourcentage de population souffrant de malnutrition dans le monde. Au total, on estime qu'en moyenne, entre 800 millions et 1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim chaque jour. Or, il faut se souvenir que justement, les OMD, les Objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies, ont pour ambition, d'ici 2015, de combler ce déficit inadmissible. Il existe maintenant une deuxième conséquence de l'alimentation industrielle et urbaine, c'est une autre forme de malnutrition, et qui est liée maintenant non pas à un manque, mais à un excès de nourriture, c'est-à-dire l'obésité. Reprenons la carte qui nous montre la part de la population dans le monde en état de très forte surcharge pondérale. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 1,5 milliard de personnes sont en surpoids dans le monde aujourd'hui et plus de 500 millions sont obèses. Pour l'OMS, c'est la nouvelle épidémie du XXIe siècle, une maladie non transmissible, mais qui touche tout de même 8% de la population mondiale et qui est responsable de 2,5 millions de décès par an du fait de pathologies liées au surpoids. On voit par exemple sur la carte que l'Irak figure parmi les pays qui affichent un taux d'obésité supérieur à 25% de la population. Alors cette situation épidémique, en fait, a été favorisée par la guerre et les violences sectaires qui ont complètement bouleversé le mode de vie des Irakiens. Les gens vivent reclus dans leur maison, ils cherchent avant tout la sécurité, et donc ils s'aventurent rarement loin de leur domicile. Les statistiques sur l'obésité en Irak, évidemment, sont assez rares, mais nous avons trouvé qu'en 2006, une étude de l'OMS affirmait que parmi les 25-65 ans, 26% des Irakiens et 38% des Irakiennes étaient obèses. On comprend donc que l'obésité est devenue un phénomène mondial. Les nouveaux modes de vie, c'est-à-dire la sédentarisation croissante, une vie de plus en plus urbaine, se diffusent maintenant dans les pays émergents comme le Mexique ou l'Égypte, et ce notamment au sein des classes moyennes qui accèdent justement à un nouveau régime alimentaire et amorcent ainsi ce qu'on appelle la transition nutritionnelle. Pour mesurer les conséquences de ce nouveau modèle agroalimentaire, prenons le cas de la Chine. Depuis un demi-siècle, la consommation de légumineuses se réduit dans ce pays, tandis qu'augmente la consommation de légumes et de fruits, et surtout la consommation de viande, comme on le voit ici. Ce régime est plus riche sur le plan des protéines, mais plus pauvre sur le plan nutritif. Et en Chine, comme dans les autres pays émergents, l'évolution vers un tel modèle industriel est forcée par l'installation des grandes enseignes occidentales, comme Walmart ou Carrefour, et pour les Chinois, en plus, la fréquentation de ces grandes surfaces ou des chaînes de restauration rapide a quelque chose de valorisant socialement. L'implantation de McDonald's est un bon exemple. Depuis l'ouverture du premier restaurant en 1990 à Shenzhen, près de Hong Kong, la chaîne américaine a créé plus de 1000 établissements en Chine et a indiqué vouloir doubler ce nombre d'ici fin 2013. C'est l'expansion la plus importante jamais réalisée par la chaîne américaine. McDonald's, c'est la nourriture standardisée,
Et pourtant, l'enseigne tente de faire preuve d'adaptation culturelle, tant sur le plan des comportements alimentaires locaux que sur sa stratégie de communication. Regardez cette publicité créée en 2009 à l'occasion du 60e anniversaire de la Chine populaire. Le célèbre slogan de l'enseigne « I'm loving it », que les Français traduisent par « c'est tout ce que j'aime », a été réinterprété en « j'aime ça, la fierté de la Chine », ce qui est tout de même un paradoxe pour ce symbole du capitalisme américain. Alors mieux vaut sourire devant ces paradoxes, cela évite de considérer que de tels retournements sont franchement ridicules. Ce qui ne l'est pas, ce sont ces deux chiffres que j'avais évoqués la semaine dernière. D'un côté, 1 milliard de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim chaque jour, et ils sont dans les pays en développement. De l'autre, 500 millions de personnes qui sont touchées par la maladie de l'obésité, et ce nombre a tendance à augmenter. En fait, ce modèle agroalimentaire industriel ressemble au modèle économique qui le porte. Il est à la fois producteur et destructeur. Dans un dernier volet, je vais essayer de repérer les contre-feux, les alternatives qui existent, qui se mettent en place maintenant pour un retour à des pratiques alimentaires plus proches du bon sens. Alors vous pouvez lire le livre de Pierre Dockès, Le sucre et les larmes, un essai d'histoire et de mondialisation aux éditions Descartes et compagnie. Et puis cet atlas mondial des cuisines et gastronomies, une géographie gourmande, c'est un atlas publié chez Autrement.